qu'est-ce que vous faites du pognon ? Selon les derniers chiffres officiels, pour 1 000 € d'argent public dépensés, 562 ont été consacrés à la protection sociale. La France dépense beaucoup plus que ses voisins sur chacun des secteurs de cette protection, sans que la qualité de ses services et la satisfaction de sa population ne soient au rendez-vous. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Aucune autre nation développée n'a un tel niveau de dépenses publiques. Aucune. Cet écart de dépenses publiques par rapport aux autres pays européens s'explique principalement par la dépense sociale. On découvre qu'il ne faut pas 30 milliards, mais 60 milliards pour être à 5% de déficit l'an prochain. Mais vous avez été surpris par la situation des finances publiques ? Oui, j'ai été surpris parce que je ne savais pas ce chiffre de 6,1 ou 6,2 de déficit cette année. Pas une semaine ne se déroule sans que la réduction des finances publiques ne soit à l'ordre du jour. Et pourtant, le principal vivier d'augmentation de la dépense reste rarement évoqué. Si ces prestations constituent la pierre angulaire de notre contrat social, ils représentent aussi l'essentiel de nos dérapages budgétaires. Mais parce qu'elles touchent à l'intime, favorisent le clientélisme et nous confrontent à certaines réalités dérangeantes, questionner le bien fondé de ces prestations demeure tabou. En réalité, le coût élevé de ces prestations, leurs effets pervers et la multiplication des fraudes limitent de plus en plus la marge de manœuvre de l'ensemble du système. Enquête sur une omerta française. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale est créée. Ce régime garantit à chacun qu'il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille. C'est une révolution. De nombreux nouveaux droits ont depuis été accordés, et la protection sociale française a longtemps été citée en exemple. Mais les changements démographiques et les incertitudes économiques obligent désormais à s'interroger sur les fondements d'un système de plus en plus menacé. Bien que le niveau de prélèvement obligatoire soit parmi les plus élevés au monde, ils étaient acceptés, ces prélèvements obligatoires, parce que les Français, dans leur majorité, avaient le sentiment quelque part d'en avoir pour leur argent. Quand mes vieux parents doivent subir une opération chirurgicale, eh bien, l'hôpital du coin est performant, ça ne nous a pas coûté un centime. Nos enfants peuvent faire des études gratuites à l'université. Et donc, il y avait cette espèce de pacte qui fonctionnait. Là où le bas blesse, c'est que depuis quelques années, les Français font le constat d'une dégradation de la qualité des services publics, alors même qu'ils ont le sentiment que la facture qu'ils auraient présentée n'a pas baissé en conséquence. On peut dépenser beaucoup à condition qu'on dépense très bien. Mais si la qualité de la dépense est approximative, alors on crée un hiatus, une contradiction, une frustration et, au final, une colère. On n'a pas un problème de recettes en France, puisqu'elles sont déjà au taquet quasiment de l'histoire, et puis on dépense beaucoup plus que tous nos voisins, dont certains y arrivent beaucoup mieux. On a un problème de dépenses, on a un problème d'allocation de ressources, on a un problème de bureaucratie. On a 9 points de plus dans l'hôpital de bureaucratisation, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas devant les patients, par rapport à l'Allemagne. On noie le poisson, on cache la réalité de l'importance des prélèvements. Personne ne sait au juste combien il cotise pour sa vieillesse, combien il a mis en petites noisettes. Retrouvons-nous dans une dizaine d'années. Vous verrez que la part des plus de 65 ans a augmenté de 10%. Donc le modèle social va consommer encore plus de ressources parce que le temps de vie va augmenter. Il y aura de plus en plus de retraités. C'est factuel et incontestable. On peut voter pour ou contre des idées, on ne vote pas pour ou contre la démographie. On pourrait se trouver en difficulté de paiement à cause de la pyramide des âges. Je pense que ce seront mes successeurs qui auront à s'en occuper. Si on fait un peu la genèse de tout ça, je pense qu'il faut remonter aux années 80, quand la France s'est durablement installée dans une situation de chômage de masse. On a développé la protection sociale très fortement parce qu'on s'est dit qu'en dépit de toutes les politiques macroéconomiques qui seraient menées, on n'arriverait pas durablement à réduire le chômage et donc il fallait inventer des dispositifs qui permettent de maintenir à flot une part importante de la population. On a vu se multiplier tous ces dispositifs qu'il a bien fallu financer. Avec un système bâti au départ sur un ratio de 5 cotisants pour un retraité, une natalité en berne et une durée légale de travail qui n'a cessé de se réduire,
nous avons, par la dette, financé un modèle dans lequel le poids des prestations non contributives a littéralement explosé. Les dépenses de protection sociale ont officiellement atteint les 849 milliards d'euros en 2022, soit l'équivalent de plus de 32% du produit intérieur brut. Se répartissant entre la retraite, la santé, les allocations familiales ou les minima sociaux, ces dépenses sont les plus importantes d'Europe sur presque tous ces secteurs. Nous vivons dans un paradis social et les Français ont le sentiment de vivre en enfer. La protection sociale a progressé 20% plus vite en 20 ans que véritablement les ressources produites par le travail en France. Donc ça, c'est une situation qui rend l'équation financière très difficile. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité. La vérité, d'abord sur la dette financière. Parce qu'il y a quelques vérités simples qui sont parfois un peu dures à entendre. La part de la dépense publique, notre richesse nationale, est de 57%. Nous dépensons plus que tous les pays développés de la planète. Deuxième vérité, cet écart de dépenses publiques par rapport aux autres pays européens s'explique principalement par la dépense sociale, sur laquelle on voit bien avec ce graphe qu'elle explique pour 6,1 points l'écart à la moyenne des autres pays européens, ce qui nous prive de marge de manœuvre. Donc notre modèle social, c'est ça qui risque de faire réellement déraper les comptes publics dans les années à venir. On ne peut pas promettre aux Français de maintenir le modèle social généreux qui est le nôtre et accepter en même temps la semaine des 32 heures, la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congé payé, parce que c'est un mensonge. Et c'est un mensonge que les Français acceptent de gober. C'est ça qui est formidable dans un pays où la culture économique n'est pas la culture dominante. Il faudrait pouvoir dire aux Français, mais on vous ment. Très bien, on peut raconter des cracks. J'allais dire, comme les enfants, il y a des mensonges blancs. Mais là, c'est pas un mensonge blanc, parce que c'est un mensonge qui engage votre avenir et l'avenir des droits de vos enfants. Alors quand on parle de réduction de la dépense publique, puisque les Français sont mal informés, ne savent pas justement à quoi sert l'argent payé par leurs impôts, eh bien on a tendance à penser à des réformes symboliques, par exemple le train de vie de certains élus, ou encore la suppression de tel ou tel conseil qui ne sert à rien. Et on a raison de penser à ça. Mais je crois que c'est passer à côté de l'essentiel. Et si on veut lutter efficacement contre la dérive de nos comptes publics, on ne peut ignorer la sphère sociale. Et compte tenu des contraintes budgétaires qui sont les nôtres, tout ce qu'on met aujourd'hui dans le social, c'est autant d'argent qu'on ne mettra pas dans des investissements d'avenir. Il y a très peu de gens qui comprennent la façon dont l'ensemble de notre système social fonctionne. La complication, elle va avoir un grand avantage, c'est d'élever un rideau de fumée entre le grand public, entre la plupart des gens et la compréhension du système. Et c'est vrai que depuis 40 ans, en fait, il y a une forme de socialisation du débat qui fait que dans la fenêtre d'Overton, de ce qui peut être dit et pas dit, de ce qui peut être mis en cause et pas mis en cause, la protection sociale a été mise en extérieur. Il n'est plus possible de dire qu'il faut interroger le coût de notre système de santé. D'ailleurs, le coût du système des reversions diverses, le coût des aides, le coût des subventions, c'est extrêmement difficile parce que la solidarité ne doit pas avoir de prix, on ne veut pas voir son coût, on ne veut pas interroger son coût. Et d'ailleurs, un des grands problèmes de notre système de protection sociale de façon générale et d'assistance à la santé, c'est qu'en fait, on a totalement cassé le signal prix. On ne sait absolument pas combien ça coûte réellement, ce qui part effectivement d'un bon sentiment, de l'idée qu'on va pouvoir aider tout le monde de la même façon, ce qui est très utile et ce qu'on peut reconnaître tout à fait important dans notre système, mais qui a plein d'effets négatifs. Nos concitoyens ne sont pas plus irréalistes que d'autres. Ils savent très bien que quand on ne peut plus payer, ou quand on a du mal à payer, il faut trouver des manières pour économiser. Or, on ne le dit pas assez, on ne le fait pas assez sur la partie prestations sociales. Dans chacune des catégories de prestations sociales, le montant moyen de ces prestations se situe en France bien au-dessus de la moyenne européenne. Les dépenses sociales ont doublé en 20 ans. Pourtant, vous n'avez pas l'impression d'avoir été mieux pris en charge ou soigné. C'est bien naturel, puisque ce n'est tout simplement pas le cas. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Elle protège chacun de nous tous les jours. Avec la sécurité sociale, la France est solidaire depuis 1945. Je
je vais le dire au risque de heurter certains, la sécurité sociale a apporté beaucoup d'avantages dans notre système de santé, mais a été largement dévoyée et elle est devenue un puits sans fond. Deuxième budget de l'État, la dépense courante de santé s'élevait à plus de 313 milliards d'euros en 2022. Parmi ces dépenses, la seule consommation de soins et de biens médicaux correspondait à une moyenne annuelle de 3 475 euros par personne. Multiplié par 68 millions d'habitants, on obtient la bagatelle de 236 milliards d'euros. Vous n'avez aucune évaluation des politiques publiques en santé et des politiques publiques souvent en général. Pour une raison simple en santé, c'est qu'à partir du moment où l'État est à la fois le concepteur de la politique publique et l'exécutant de cette politique publique, il ne peut pas l'évaluer. Parce que ça reviendrait à se déjuger lui-même. Quand vous êtes sur un système qui est bancal, qui est mal adapté à son environnement, il n'est pas efficient, c'est-à-dire que vous avez beau augmenter les ressources financières, vous dégradez le service. Merci à vous pour le boulot fait. Depuis le début du millénaire, il existe une sorte de course à l'échalote du ministre qui rendra la santé en apparence la plus gratuite en France. Dans tous les secteurs du soin concernés, les faits sont têtus et montrent les effets de cette politique financée par la dette et des charges sociales records. Entre l'engorgement des hôpitaux, la suradministration de tout le système de santé, la surconsommation mais aussi la pénurie de médicaments et le manque de plus en plus cruel de médecins, la situation est explosive. On compte aujourd'hui en France des déserts médicaux dans 80% du territoire. 9 millions de Français sans médecin traitant et des délais de plusieurs mois pour consulter un spécialiste. Nous sommes dans le creux de la vague. C'est pas l'hôpital entreprise. En fait, il manque des médecins partout. Il manque des médecins à l'hôpital, il manque des médecins dans les déserts médicaux en libéral, il manque des médecins scolaires, il manque des médecins du travail. Donc, en fait, si on ne comprend pas que le problème principal, c'est qu'on vit avec une pénurie démente. Dans chaque domaine, cette politique de la santé gratuite a conduit à la pénurie de l'offre et à une consommation décorrélée des besoins réels. Cette incohérence politique profonde se paie au prix fort, pour les assurés comme pour les soignants. Nos politiques ont décidé de transformer le système en un système de santé gratuite à l'anglaise. Mais tout en disant, on conserve le tout. Vous aurez plus à payer en direct une partie de vos soins, mais rien ne changera. Ça sera toujours comme si les modèles comme ça pouvaient être tordus sans qu'il y ait de conséquences. Et on se réjouit d'avoir le reste à charge en part des dépenses le plus faible au monde, 7%. Là où dans la moyenne de l'OCDE, on est à peu près à 19-20%. Donc sécurité sociale plus mutuelle, vous avez quasiment plus rien à payer. Et on a voulu vraiment pousser le plus loin possible avec toujours des effets d'annonce qui se voulaient extrêmement favorable aux Français, mais qui était quand même, de mon point de vue, empreint de démagogie. Encore une fois, en ignorant les conséquences. Je veux aussi que nous puissions couvrir 100% des dépenses liées aux lunettes, aux prothèses dentaires et aux prothèses auditives. Ce qu'on a vu avec le zéro reste à charge, c'est en fait un effondrement d'une partie de la qualité des soins, typiquement dans le dentaire. Lorsque vous n'avez rien à payer, vous êtes beaucoup moins sensibilisé à la qualité du service, puisqu'on vous dit « mais vous n'avez rien à payer ». C'est la même chose en pharmacie. Aujourd'hui, les pharmaciens ont beaucoup de difficultés à faire payer des services qu'ils aimeraient faire payer, notamment dans la prévention. Mais à partir du moment où le patient ne veut plus rien payer, tout devient extrêmement compliqué. Que constatons-nous ? Que loin de s'être résorbées, les tensions d'approvisionnement et ruptures de stock se sont multipliées et aggravées, atteignant un niveau inédit en 2022 de plus de 3700 déclarations de rupture et de risque de rupture. Nos médicaments, globalement, sont 40% moins chers qu'en Suisse, ils sont 33% moins chers qu'en Allemagne et ils sont 18% moins chers qu'en Italie. Et je ne parle pas de la Grande-Bretagne qui n'est plus dans l'Union européenne. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons un nombre de labos qui ne sont pas par nature des philanthropes. Okay. Où est-ce qu'ils mettent leurs médicaments en priorité ? Là où c'est le plus rémunérateur pour eux. On est allé au-delà de l'os en la matière. Le fait qu'autant de gens n'aient rien à avancer pour se faire soigner, parce que c'est pris en charge, fait penser dans l'imaginaire collectif que la santé est gratuite.
Mais pire que ça, elle fait penser à beaucoup de gens que tout leur est dû. Ce ne sont pas des fraudes dont on parle, ce sont des abus liés à la déresponsabilisation. Les patients ne se rendent pas compte du coût des soins, ils n'ont jamais une facture sous les yeux, mais il n'y a pas que les patients. C'est là l'effet pervers du système. Les prescripteurs aussi. Un médecin qui voit devant lui un patient n'aura aucun mal à lui prescrire toute une batterie d'examens dont certains ont déjà été faits 2 jours auparavant ou dont certains sont inutiles ou redondants, parce qu'il sait de toute façon que le patient ne paiera pas. Il n'est pas lié à une forme de responsabilité médico-économique. Si nous nous comparons, nous avons un système en effet de santé où il y a plus d'actes inutiles ou de surmédication que chez nombre de nos voisins. Est-ce que c'est mieux pour nos concitoyens? Est-ce qu'on protège mieux? Est-ce qu'on soigne mieux avec cela? Non. Est-ce que c'est plus coûteux? Oui. Et pour la sécurité sociale, qui est notre bien le plus précieux, qui doit en terminer avec les excès, nous les connaissons, et les abus, parce qu'ils mettent en cause l'idée même de la solidarité. De 33,44 €, on arrive à 783 € en rajoutant une multitude d'actes. Donc le patient ne va pas payer et donc ne va pas se poser de questions, il ne va pas savoir qu'on lui a compté tous ces actes-là. Le patient ne débourse rien et le centre de santé se fait rembourser la facture par l'assurance maladie. Aujourd'hui, nous avons chiffré entre 4 et 6 milliards d'euros pour l'assurance maladie, le montant de la fraude. Améliorer les montants récupérés qui sont aujourd'hui de un demi-milliard d'euros à peine par an. Si on pouvait au moins doubler ce montant. Si vous voulez, il y a une petite musique qui consiste à dire la lutte contre la fraude fiscale, c'est un combat de gauche et la lutte contre la fraude sociale, c'est un combat de droite. Complètement absurde, c'est de la fraude aux finances publiques. Les procédures de sanction à l'égard des médecins sont beaucoup trop longues. Comme n'importe quelle procédure. Les sanctions sont, à mon avis, pas adaptées au montant des fraudes. En réalité, ces fraudes-là, comme les autres, la sanction arrive a posteriori et elle est beaucoup trop tardive. Parce que de toute façon, en général, les prestations sont déjà dépensées et il n'y a pas de restitution possible. Donc, 1, comprendre que ce n'est pas une faute de pauvres. 2, comprendre que c'est une fraude aux finances publiques, cet argent-là ne va pas ni aux infirmières, ni aux hôpitaux, ni au reste. Et troisièmement, c'est de la fraude. Et c'est de la fraude généralement organisée en réseau. Dans tous les hôpitaux, me fait prendre en photo, dépenser, gaspiller. Mais pourquoi m'accuser? Je vais pas me gêner puisque c'est remboursé. Eh les mecs, faudrait vous faire soigner là. La sécu, c'est bien. En abuser, ça craint. Les dépenses de santé, ça craint d'en abuser. La sécu, c'est bien. En abuser, ça craint. Des gisements économie, il y en a énormément en fait. Effectivement, il y a de nombreux abus qui coûtent très cher, mais les marges de manœuvre sont là. Ces abus étant conséquents, on voit qu'on peut faire des économies si vraiment on s'y met. Par exemple, en termes de transport sanitaire, à l'hôpital ou en clinique, ces patients qui sont transportés via une ambulance ou un taxi. Cela coûte 6 milliards d'euros par an à la collectivité. Alors qu'on sait très bien qu'effectivement il y a des abus, il y a des patients qui prennent ce type de transport alors qu'ils pourraient se déplacer par leurs propres moyens. Également du côté des professionnels, on sait qu'il y a des abus, il y a des fraudes, il y a des arnaques. Autre exemple, qui n'est pas peut-être le plus coûteux, mais qui choque énormément les Français, celui de l'aide médicale d'État, l'AME, qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans par Lionel Jospin. Alors c'est à peu près une dépense d'1 milliard, d'1,5 milliard par an. C'est assez difficile d'avoir le chiffre précis, parce que les comptages sont assez compliqués, et surtout l'AME parfois va à des patients pour des raisons qui sont tout autres que des soins vitaux. Il y a des personnes qui arrivent avec un visa touristique pour bénéficier de soins et qui ensuite restent sur notre territoire en situation irrégulière après un visa touristique et qui à ce moment-là, 3 mois après la fin de leur visa touristique, bénéficient de l'AME. Il y avait une étude qui avait été faite qui par échantillonnage avait identifié qu'il y avait à peu près 10% et qui disait qu'ils venaient en France pour accéder aux soins. Le gros problème de la sécurité sociale, c'est que les gens qui nous disent ça coûte pas si cher que ça, à nous, non. Mais alors à nos enfants, qu'est-ce que ça va leur coûter? Parce qu'il y a une caisse d'amortissement de la dette sociale qui était prévue pour durer 15 ans.
Elle avait été créée en 1996. Elle est toujours là et je pense que j'en verrai pas la fin. Et donc, il y a une sorte de mensonge là aussi. La Cour s'alarme d'une trajectoire de déficit non maîtrisée. La dette sociale va recommencer à croître sans aucune perspective tracée de retour à l'équilibre, ce qui est totalement inédit. Mais pourquoi le système se dégrade ? C'est parce que on a voulu préserver à tout prix les patients d'avoir à payer de leur poche. Si vous voulez trouver des ressources pour réinvestir dans les soins, dans la consultation du généraliste, dans les salaires des soignants, il faut prendre ailleurs. Donc, soit vous réduisez les gestionnaires, la technostructure, soit vous mettez à contribution les patients. Il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas inventer des milliards alors que le pays est endetté. Il faut bien voir qu'en santé, vous avez à peu près les postes clés qui sont pris par les mêmes qui tournent entre les différentes hautes responsabilités de l'administration de la santé depuis 30 ans. Et donc cette caste, parce qu'il faut l'appeler ainsi, est irresponsable face aux résultats de la santé, a encore une fois tout pouvoir vers les acteurs, donc n'est pas remise en cause, et donne une vision biaisée du diagnostic aux responsables politiques. En santé, encore une fois, c'est cette trentaine de hauts fonctionnaires qui a tout le pouvoir et qui décide et qui, par note interposée, fait en général le programme des hommes et des femmes politiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Et cette caste, cette forme d'aristocratie d'État du XXIe siècle en matière de santé, n'a pas de compétences médicales, faible compétence économique et une faible connaissance du système dans son ensemble. Donc est plutôt encline à cet immobilisme-là et à penser que le problème vient des acteurs, pas de la gouvernance. À l'hôpital, je crois pouvoir dire sous votre contrôle qu'un des ressorts du désenchantement, c'est une organisation des équipes qui, à force de rationalité, a perdu en prévisibilité, en humanité. Et je dis ça, franchement, c'est la faute à personne. Notre système est totalement déshumanisé, il est caporalisé, il est soviétisé. À l'ARS, pour décrire l'organigramme, vous aviez autour de 25 feuillets, 21-29. Donc c'est l'armée mexicaine. Et on le sait, plus il y a de fonctionnaires, je ne fais pas le procès des fonctionnaires, mais plus il y a de fonctionnaires, plus ils ont tendance à vouloir justifier leur présence. Et donc c'est ce qui conduit aussi à la surproduction normative. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette logique étatiste où en fait vous ne pouvez rien faire sans demander l'autorisation à votre agence régionale de santé, qui va mettre des mois, si ce n'est pas des années, à pouvoir vous répondre parce qu'elle a une logique essentiellement bureaucratique. Comme on peut le voir dans cette tentative d'explication dite simplifiée de l'organisation territoriale des soins, le système institutionnel de santé est littéralement devenu illisible. La part du personnel administratif ne cesse d'augmenter. Les agences poussent comme des champignons tandis que leur coordination s'avère de plus en plus problématique. La Haute Autorité de Santé, le ministère, une vingtaine d'agences nationales de santé, 18 agences régionales de santé, maintenant des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. Tout ça, ça fait du monde et ça a un coût et ce coût augmente. Et on va passer à peu près de 6 millions et demi, personnes de plus de 75 ans, à 12 millions et demi. Ça veut dire que si on veut neutraliser cet effet vieillissement, qui forcément a un impact mécanique, puisque plus on vieillit, plus les dépenses de santé augmentent, et si on veut neutraliser cet effet-là, c'est par un vieillissement en bonne santé. Et comment fait-on ? C'est ça le problème qui est posé. Et quand on regarde ce problème, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en France, on ne sait pas vieillir. Composé d'une quarantaine de régimes différents, le système des retraites français est au fil des années devenu une usine à gaz. Depuis 1946, les retraites de base et les complémentaires fonctionnent sur une logique de répartition selon un principe de solidarité intergénérationnelle entre actifs et retraités. L'évolution démographique joue un rôle central dans le financement du système. Et c'est bien ce qui pose problème, puisque le ratio cotisants-retraités devrait continuer d'évoluer défavorablement avec 1,2 cotisants pour un retraité en 2070, contre 4 dans les années 1960.
Plus la base de la pyramide faiblit, plus le système est à risque. Par ailleurs, les années de vie à la retraite se sont prolongées de 9 ans en un demi-siècle. Au point qu'en France, la durée espérée de retraite est d'environ 26 ans, contre 20 ans en moyenne dans les autres pays européens. Ce qui est clair sur la retraite, c'est que c'est une sorte de système Madoff. Il faut être honnête. Je veux dire, on a une retraite par répartition. Ça veut dire qu'en gros, quand nous cotisons à la retraite, eh bien, c'est pas pour notre retraite, c'est pour payer les actuels retraités. En espérant que quand nous serons à la retraite, il y aura assez d'actifs pour financer notre retraite. Donc, tant qu'il y a assez de cotisants, ça marche. Aujourd'hui, on est autour de... Alors là, il y a une querelle de chiffres, mais entre 1,4 et 1,7 actifs pour un retraité. Peu importe, j'ai envie de dire, mais on comprend bien que là, sans être grand mathématicien, ni grand économiste, ni ce que vous voulez, c'est du bon sens. On sait bien, on comprend bien qu'on peut financer 1 avec 1,4. Le système n'est pas plus généreux avec les personnes âgées. Celles-ci sont simplement plus nombreuses dans un système plus adapté pour. Dans ces conditions, quelle est l'ampleur du déficit des retraites en France ? La réponse devrait être simple, pourtant ce n'est pas le cas. Car le baromètre officiel, délivré par le Conseil d'orientation des retraites, fournit en réalité une indication erronée depuis des années. Une situation notamment dénoncée par l'ancien directeur général des impôts, Jean-Pascal Beaufret. Selon lui, les retraites seraient à l'origine de plus de la moitié du déficit public. Le principe de ces branches de la protection sociale, la maladie, la famille, le chômage, maintenant l'autonomie, c'est que les dépenses doivent être financées par des prélèvements sur les gens qui peuvent payer. Alors les prélèvements, c'est des cotisations pour les actifs dans leur travail, et puis des impôts, par exemple la CSG, qui est une ressource dédiée totalement au système de protection sociale. Donc des impôts ou des cotisations financent la dépense, ça va. Quand ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, le système doit s'endetter. Il y a une branche pour laquelle, quand vous cumulez les impôts et les cotisations, vous ne trouvez que 80%. Et les 20% restants sont apportés par les subventions de toutes les autres administrations. Cette surcotisation est massive. Elle est à comparer à un taux qui, pour le privé, pour les salariés privés, pour la retraite, ne dépasse pas 28%. Donc il y a une énorme subvention incorporée dans cette surcotisation. Et donc quand je suis par exemple président d'université et que je recrute un professeur fonctionnaire, eh bien je vais devoir payer sur mon budget des cotisations au régime de retraite de la fonction publique. Et il faut recenser tout cet argent. Le déficit de la sécurité sociale ne comprend pas toutes les subventions qui sont apportées par différentes collectivités aux caisses de retraite. Il y a un déficit de 30 milliards d'euros tous les ans. 30 milliards d'euros, je rappelle à ceux qui l'oublieraient, c'est 30 000 millions d'euros tous les ans. C'est l'État qui apporte cette somme pour arriver à un équilibre. Car les chiffres repris habituellement, ce sont des chiffres après versement de 30 milliards de l'État. Il y a là quelque chose qu'on ne dit pas. Je ne comprends pas bien pourquoi on ne le dit pas, ou plus exactement, je comprends assez bien pourquoi on ne le dit pas. C'est parce que on veut pas ouvrir des fronts et que le corps, au fond, ça satisfait tout le monde. Après, bien évidemment, c'est un débat. Le débat au fond, il peut avoir lieu. Et franchement, si vous l'avez au Parlement et si vous changez la manière de comptabiliser le déficit en LFSS, il est clair que les membres du corps, notamment les administrations, mais je pense tout le monde, et les parlementaires, eh bien, on changera la manière dont on calcule le déficit. Le Conseil d'orientation des retraites, depuis 20 ans, nous tient le même discours. C'est-à-dire, bien entendu, avec le vieillissement, Demain sera difficile. Mais aujourd'hui, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Les retraites sont équilibrées ou excédentaires. Non, ça, on ne peut pas dire ça. Elles sont excédentaires après que les collectivités publiques, l'État, les collectivités locales, les hôpitaux aient contribué massivement des subventions, ce qui a bien coûté dans le déficit public. Donc, il faut bien rapporter ces subventions, en quelque sorte, au compte des retraites globales. Et en fait, ce dont on s'aperçoit avec les révélations de Jean-Pascal Beaufret, c'est qu'en fait, le système par répartition, contrairement à ce qu'on nous dit, est déjà mort. Pourquoi ? Parce qu'il explique très bien qu'aujourd'hui, la répartition, c'est-à-dire les cotisations sociales, c'est simplement 65% du financement de la retraite. Le reste, c'est 15% des impôts et c'est 20% de subventions de l'État, des collectivités locales, mais aussi des autres branches de la sécurité sociale. Donc en fait, le système des retraites, déjà aujourd'hui, ne tient pas. C'est vraiment un système de Ponzi.
Par une simple convention comptable, le Conseil d'orientation des retraites a contribué à occulter les déséquilibres financiers. Ce qui est d'autant plus préoccupant qu'une bonne partie des retraites sont versées par des régimes qui ont déjà une situation démographique très dégradée. Conséquence d'une pyramide des âges déséquilibrée et d'un régime généreux, l'État compense et surcotise. Une situation d'autant plus regrettable que le nombre de fonctionnaires a beaucoup augmenté ces dernières années. Alors le coût des régimes de retraite pour l'État de fonctionnaires est assez important parce que le nombre de cotisants est beaucoup plus petit que le nombre de bénéficiaires. Un fonctionnaire revient, charges sociales comprises à l'État, 70 000 € par an. Et un employé moyen d'une entreprise privée revient à moins de 50 000 € par an. Donc l'écart est terrible. Je suis maire d'une grande ville, je suis directeur d'hôpital. Si j'embauche un fonctionnaire, je vais payer 15% de plus dans son traitement que si j'embauche un contractuel privé parce que je devrais payer une surcotisation à la caisse de retraite. Bon. Du coup, par exemple, quand vous votez des budgets des ministères, des ministères qui ont énormément d'emplois comme l'éducation nationale, ils partent au début de l'année avec plus de 20% de leur budget consacré au paiement des retraites de leurs anciens enseignants. Et ça c'est pas bon pour l'avenir, quoi. Quelque part, il vaudrait mieux consacrer ces moyens-là à des véritables moyens opérationnels dans l'éducation, plutôt que de dire que mon budget d'éducation est grevé par le poids du passé. Hormis quelques anciens ministres, des experts et des universitaires, aucun responsable ne s'émeut de cette occultation des réalités, et l'addition continue de s'alourdir. L'État verse, sous la forme de surcotisation, de subventions dites d'équilibre, en gros 80 milliards d'euros de façon à ce que les pensions françaises puissent être servies. Des calculs qui ont le mérite de pointer le sous-financement considérable de notre système et qui relativisent les billevesées du corps. Qu'au moins les comptes publics soient justes. Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, entendons-nous. Je dis simplement qu'en l'état actuel des données, elles ne sont pas fiables. Elles ne traduisent pas la réalité des déficits sociaux. Sur le système de retraite, on n'arrive pas à savoir quelle est la réalité du déficit. C'est-à-dire, et on va tout focaliser là-dessus. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire, il n'y a pas besoin de faire de réforme puisqu'ils dégagent des excédents. Puis il y a des gens qui vont dire, mais non, regardez, bon. Et donc la comptabilité va être tordue. La comptabilité qui devrait être un langage de vérité est utilisée pour être un moyen de masquer la vérité. La Cour des comptes a relevé que tous les ans, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y avait une vingtaine de recettes qui changeaient d'affectation. Une espèce de tuyau. Et alors, de temps en temps, on tourne un tuyau d'un côté, on le tourne de l'autre, enfin, on arrose à gauche, à droite. Et donc, tout ça, effectivement, c'est l'imposture, parce qu'on ment. Donc, quelque part, il faut dire la vérité, sinon collectivement, nous ne saurons pas nous débrouiller avec le poids financier du vieillissement. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a la dette officielle et il y a la dette cachée. La dette officielle, on la connaît tous, c'est les fameux 3200 milliards. Et puis il y a la dette cachée, celle dont on parle jamais, qui sont en fait en quelque sorte les engagements de l'État, les engagements que sont susceptibles de prendre l'État. Et là, on est plutôt aux alentours de 4000 milliards d'euros. Mais dans ces engagements que sont susceptibles de prendre l'État, il y a en fait des engagements dont on sait déjà qu'ils vont les prendre. Et c'est en l'occurrence la retraite des fonctionnaires qui représente à peu près 65% du PIB, c'est à peu près 1600 milliards d'euros, et qui pèse très très lourd dans les finances de l'État. Ça veut dire qu'on a au minimum 6 500 milliards d'euros de dette publique française, dette officielle, plus le hors-bilan, 6 500 milliards. Ce qui est très frappant dans le débat, le psychodrame totalement dingue des retraites pour une réforme, en fait, à minima, comparé à nos voisins, pendant que tous nos voisins s'approchent des 69-70, nous on en est encore arrivé autour des 60, tout ça est absolument lunaire. Ce qui est très frappant, c'est que l'idée, en fait, pourtant non dite, c'est que tu as une socialisation du dernier tiers de ta vie. Quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, tu vas avoir droit, à partir de 60-65 ans, à être pris en charge par l'État jusqu'à ta mort, avec un revenu minimum. Donc on confond complètement l'idée de solidarité minimum pour empêcher la misère, c'est l'idée beveridgienne,
avec l'idée que tu vas t'assurer et tu vas aussi mettre de côté, tu vas organiser une épargne pour qu'en fonction de tes efforts, évidemment, tu aies des niveaux de vie qui soient différents, arriver à la retraite. Le deuxième chose à dire sur les retraites fondamentales, évidemment, c'est qu'il faudrait mixer une part de répartition et une part de capitalisation. Et là, c'est là encore l'immense tabou, l'omerta inouïe. La retraite par capitalisation désigne le fait d'épargner de l'argent pendant sa vie active afin de se constituer un capital personnel. Les cotisations font l'objet de placements dans des fonds d'investissement, des actions ou à travers un plan d'épargne retraite. Moi, je suis pour maintenir le modèle social, mais il faut l'améliorer. Parce que là, aujourd'hui, on court à la catastrophe. La retraite par répartition. Qu'est-ce qui va se passer si on ne la réforme pas? C'est pas compliqué. Il va y avoir certains qui pourront faire une retraite par capitalisation. Donc les plus fortunés, eux, ils vont s'en sortir. Puis les autres, comment ils vont se terminer? C'est dramatique de faire ça. C'est très inégalitaire. Vous voyez? Mais voilà, on ne veut pas toucher parce qu'on a peur de notre ombre. Et tout ça parce qu'on n'a pas cette culture économique. Et puis surtout, il y a le problème des dirigeants et ce qui gravite autour, surtout, où il n'y a pas ce courage politique, cette volonté de changer les choses. Voilà, ben c'est normal, ils ne vont pas aller contre leur caste. C'est ça le problème. Le truc complètement fou, c'est qu'en fait, la capitalisation, elle existe déjà. Que les fonctionnaires en bénéficient déjà avec les RAFP. Que leurs primes sont déjà capitalisées. Que tous les gens riches ont déjà accès à de la capitalisation et ils en font, merci pour eux. Et que le vrai débat sur la capi, en réalité, c'est est-ce qu'on va permettre aux plus modestes d'avoir accès à de l'épargne longue capitalisée, ce à quoi ils n'ont pas accès. Et il y a une contradiction incroyable d'ailleurs dans le discours de la gauche. Ils contestent en permanence les actionnaires qui se gavent, les dividendes qui ne cessent de s'engraisser, les grandes entreprises et les capitalistes qui jouissent de rendements absolument dingues, mais ils ne veulent pas avouer, ils ne veulent pas le dire aux gens que ces rendements, derrière, sont les fonds de pension étrangers. Ce sont des dentistes, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont mis un peu de côté et qui aujourd'hui bénéficient à travers leur retraite de ces rendements. Si ces rendements sont si extraordinaires, si les dividendes sont si formidables, si la bourse est un moyen si extraordinaire de s'enrichir de façon indue, mais pourquoi on n'a pas créé depuis longtemps des fonds de pension permettant à tout le monde de s'enrichir? C'est quelque chose qu'on s'est interdit, je pense, pour des raisons idéologiques. Parce qu'en France, tout est fondé sur l'opposition patron-salarié. Et si vous faites des gens des actionnaires, vous allez aligner les intérêts des patrons et des salariés. Et ça va complètement contre la vulgate de la lutte des classes. Un autre tabou des retraites concerne le haut niveau de pension de certains hauts fonctionnaires et parlementaires qui cumulent de nombreux avantages. Nous devons donner l'exemple. On ne peut pas demander des efforts à nos concitoyens sans se les appliquer à soi-même. Effectivement, nos agents publics ont bloqué quasiment toutes les réformes sur les retraites depuis les années 90. Et ils ont en moyenne une rémunération qui est supérieure à celle du privé. Donc ils ont un pouvoir politique électoral fort, ils ont un pouvoir dans l'exécutif fort, ils ont un pouvoir en tant que groupe d'intérêt fort, ils ont un pouvoir en tant que parlementaire fort. C'est-à-dire face à une situation comme la nôtre, qui était la situation de nombreux pays dans les 80-90, ces pays ont réduit la dépense, ils n'ont pas augmenté les impôts. C'est-à-dire que la priorité, c'est la réduction des dépenses, c'est la réforme de l'État, c'est poser la question de reconsidérer le périmètre d'intervention de notre gouvernement. Tant que cette question restera impossible, eh bien le pays, me semble-t-il, c'est mon diagnostic, continuera de se polariser et de croire que dans la radicalité des partis qui économiquement sont tous finalement d'accord pour protéger le modèle social français des années 45, eh bien on n'aura pas de solution. Les motifs d'aide sont multiples et se traduisent par une liste de dispositifs si nombreux qu'il existe un service qui a la charge d'aider les citoyens à s'y retrouver. Du bonus réparation textile à l'aide aux vacances, en passant par les chèques non ciblés et l'aide à l'équipement ménager, il est impossible de réaliser un décompte exhaustif des dispositifs existants. Aujourd'hui, le maquis des prestations existants ne permet pas de sortir de la pauvreté. Nous nous ingénions collectivement, c'est la faute de personne, c'est nous tous, à les confronter à une sophistication administrative qui peut confiner au cauchemar bureaucratique. Outre le coût global du système d'aide français, personne ne se retrouve dans ce que le président nomme lui-même un maquis.
Résultat, certains des bénéficiaires potentiels se voient découragés par la complexité du système, tandis que d'autres se sont transformés en chasseurs de primes. La quasi-totalité des prestations sociales en France sont liées à un domicile régulier en France. Lorsque quelqu'un arrive en France avec un contrat de travail, il va avoir une carte de séjour. Bon. Il va avoir une carte vitale, c'est normal. Son titre de travail expire, sa carte de séjour expire. Ça ne désactive pas sa carte vitale. Mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui sont sous une ordonnance de quitter le territoire, au QTF, et qui continuent à bénéficier de prestations, simplement parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Voilà, là vous avez un exemple classique, facile à comprendre, duquel découle un certain nombre de fraudes, voilà, puisque le domicile n'est pas vérifié. Et au vu des milliards en jeu, les fraudes aux prestations sociales se sont multipliées ces dernières années. Pourtant, les organismes en charge de cette traque se révèlent bien peu motivés. L'administration qui gère, prenons l'assurance maladie, et l'administration qui contrôle, c'est la même. Vous voyez ? Bon, normalement, il y a des corps extérieurs. Donc il y a un débat. Moi, je soutiens qu'il faut un contrôle extérieur. Bon. Et on nous explique qu'il faut garder le contrôle interne. Ça veut dire que l'assurance maladie s'occupe du contrôle fraude de l'assurance maladie, la vieillesse, et la vieillesse contrôle ses propres, etc., etc. Les allocations familiales sont contrôlées en interne. Donc si vous voulez, c'est extrêmement difficile pour eux de se juger, parce que plus ils trouvent de fraude, et plus ça montre leur incompétence. Donc c'est un peu complexe comme affaire. Qu'ils estiment ou non le montant des fraudes, les organismes sociaux perdent en tout état de cause des sommes considérables. En 2024, la Cour des comptes a refusé de certifier les comptes de la branche famille et de la Caisse nationale d'assurance familiale. Par exemple, le montant des prestations versées à tort par les CAF a, selon la Cour, atteint 5,8 milliards d'euros en 2022. Pour la seule assurance maladie, l'estimation de la fraude atteint entre 3,8 et 4,5 milliards d'euros. Malgré les montants en question, certains organismes refusent tout simplement d'évaluer la fraude. En effet, la CNAM se refuse à estimer la fraude aux prestations et la CNAV y a renoncé. Ces choix conduisent malheureusement à occulter l'enjeu financier des fraudes en soi. Et aujourd'hui, je vous propose un accompagnement. Je vous aide à toucher l'allocation adulte handicapé, 971 € par mois sans rien foutre qui tombe par mois, versé par la caisse d'allocation familiale. Tous les ans, 13,5 millions de personnes sont reçues dans les CAF où elles sont conseillées dans leurs démarches administratives pour percevoir, par exemple, les allocations familiales, une aide au logement, la prime à la naissance ou encore le RSA. Je tape dans la CAF, oui, je touche le RSA, maintenant j'ai des business sur le côté. Mais tu vis pas en France pourtant. Non, je vis à Miami. Mais comment tu peux taper dans la CAF, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français? Parce que j'ai aussi une adresse en France. Ce n'est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA. Si les organismes sociaux subissent des pertes élevées au titre de fraude et d'autres irrégularités, c'est parce que les contrôles ne sont pas suffisamment nombreux. Chaque année, l'assurance maladie contrôle au plus la facturation de 0,7% des séjours en établissement de santé public ou privé. Là aussi, marge de manœuvre ou de progrès considérable. En réalité, on a un problème d'état d'esprit, de mentalité globale du système. Alors, je ne parle pas en matière fiscale, parce que je peux vous dire qu'à Bercy, la lutte contre la fraude, c'est dans l'ADN du ministère des Finances. En revanche, dans les organismes de protection sociale, eux, leur ADN, c'est de payer des prestations. Eux, leur métier, c'est d'aider les gens. Ils le font très bien. Leur job, c'est pas de courir derrière les bandits, c'est pas d'attraper des voleurs. Et donc, on leur demande quelque chose d'un peu schizophrénique. Ça peut pas marcher. Et ce qui explique d'ailleurs que souvent les agents des corps de contrôle dans les organismes sont mal vus de leurs collègues, sont mis un petit peu à l'écart, etc. Et où, souvent, la lutte contre la fraude, c'est un peu le parent pauvre dans les organismes de protection sociale. Nous avons refusé de certifier les comptes 2022 de la branche famille, en raison des insuffisances du contrôle interne de cette branche. En effet, les erreurs qui affectent les prestations 9 mois après leur mise en paiement représentent près d'un quart des montants versés au titre des primes d'activité, près d'un sixième des montants versés au titre du RSA et près d'un huitième des aides au logement.
De surcroît, l'indicateur de risque financier résiduel à 24 mois indique que les rappels et les indus qui ne seront jamais corrigés se montent à 5,8 milliards d'euros. Ce montant a doublé en seulement 4 ans. Il faudrait changer tous les directeurs des caisses, il faudrait changer toutes les inspections générales qui s'occupent de ça. Ben oui. Je veux dire, les gens sont jugés partis. Et en plus, c'est un petit microcosme de chaises musicales, de gens qui passent d'une caisse à l'autre, d'un service d'inspection à un autre service d'inspection. Tout le monde se couvre et se recouvre. On peut très bien avoir l'inspection générale des finances et la Cour des comptes à qui on peut donner un peu plus de pouvoir en la matière et en faire des task force de contrôle de la fraude. Mais quand c'est la même caisse qui, bon an mal an, laisse passer la fraude et celle qui la contrôle, vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner. La fraude sociale, elle se décompose en 2 catégories. De côté, la fraude aux prestations sociales et de l'autre côté, la fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire de l'argent qui ne rentre pas, le travail au noir, la sous-déclaration d'heures travaillées, etc. On est aussi en lien avec des organisations criminelles structurées parce que, par exemple, les entreprises délinquantes qui sont, hasard, dans le bâtiment et les travaux publics. Voilà. Qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises? Elles ne déclarent rien, elles travaillent au noir. Donc elles ne déclarent pas les salariés, elles ne payent pas les cotisations sociales, mais elles ne payent pas la TVA non plus. Et en fait, souvent, la fraude à la TVA et la fraude aux cotisations sociales est liée. Et encore une fois, ce n'est pas le fait des chefs d'entreprise honnêtes, etc. Là, on est en face de voyous. C'est bien gentil de se dire, oh là là, de quoi on parle, de combien on parle. Ouais, super. Le fraudeur, lui, rigole, lui, il continue de piquer dans la caisse. Les cotisations sociales sont les versements qui donnent droit pour le salarié à des prestations sociales. Depuis 1993, des allègements de cotisations sociales de plus en plus importants ont été mis en place. L'ennui est que ces avantages ont créé un effet de seuil. Si un employeur désire rémunérer son salarié au-delà du SMIC, il subira une très forte hausse du coût du travail. Tandis que le salarié, perdant ces divers avantages, se retrouvera avec une baisse de salaire net. Ni l'un ni l'autre n'ont donc intérêt à ce que le salaire brut augmente. C'est ce qu'on appelle la trappe à bas salaire. On fabrique une trappe à pauvreté. C'est-à-dire qu'on incite les chefs d'entreprise à embaucher au SMIC ou autour du SMIC. Donc, on a en France 8 millions de personnes qui sont à des petits niveaux de salaire. Et évidemment, ça pose un vrai problème. Ces gens-là, on veut les aider. Et on va donc inciter les entreprises à distribuer des primes. Parce qu'on sait, par effet de capillarité, que dès qu'on augmente un salaire, au-delà du SMIC, il y a un coefficient multiplicateur, vous donnez, ce chiffre est connu, vous donnez 100 € de plus à un smicard, pour qu'il ait 100 € dans sa poche, c'est comme ça qu'il faut dire les choses, et ça coûte 500 € à l'entreprise. Donc vous avez un coefficient multiplicateur qui est très dissuasif. Donc pour éviter cet effet, on incite les entreprises à distribuer des primes. Mais pour qu'elles ne soient pas trop douloureuses, on les désocialise et on les défiscalise. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est donné net aux salariés, mais qui ne participe pas au financement du modèle social. Le manque à gagner de financement de la protection sociale augmente à tel point que la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme et dit « Attention, on est en train de sortir de la route, on a mis un pied en touche, on ne finance plus le modèle social. » Entre 2021 et 2023, le nombre de personnes payées au salaire minimum a bondi de près de 50%. Ce rattrapage des bas salaires par le SMIC, dû notamment à son indexation sur l'inflation, a des effets sur la rémunération de l'ensemble des salariés français, contribuant à tasser les salaires. En plus d'ouvrir une trappe à bas salaire, ces allègements de cotisations sociales sont aussi critiqués pour leur coût. Tous ces dispositifs qui représentaient 87,5 milliards d'euros versés aux salariés en 2022 ont été créés sans objectif macroéconomique précis et disposent de régimes sociaux dérogatoires. On est vraiment dans une situation extrêmement préoccupante. Quelque chose qui est important, d'essayer de prendre un peu de recul sur le financement de la protection sociale et puis l'architecture de ce financement. D'abord, on a une complexité considérable. Lorsque j'ai eu des interactions avec la direction de la Sécurité sociale pour essayer de savoir si on arrivait à essayer de simplifier le barème, la direction de la Sécurité sociale me disait « mais le barème est trop compliqué, on a des milliers de barèmes ». J'ai dit des milliers, combien? On est arrivé au chiffre de dénombrement de combinaisons de barèmes possibles de 1,7 milliard. Il y a 1,7 milliard de combinaisons possibles pour arriver à définir le taux de cotisation en fonction du salaire en France. Pourquoi? Parce qu'il y a
3066 définitions différentes de l'assiette des cotisations sociales. Vous avez ensuite tous les taux dépendant de la taille des entreprises, des variantes en termes... Et ensuite, vous avez, je vous ai parlé du barème des allègements de cotisations sociales, il y a 18 barèmes d'allègement de cotisations sociales. À un moment, ces dispositifs perdent leur efficacité. Alors que la France demeure le pays où les dépenses publiques en faveur du marché du travail sont les plus élevées d'Europe, le chômage reste à un niveau important. Même si les voix s'élèvent pour dénoncer un système qui pousse à la smicardisation et nourrit un accroissement perpétuel de pauvreté et de besoin d'argent public, la situation paraît bloquée. Nous avons un salaire minimum, un SMIC, nettement supérieur à celui de nos voisins. Et nous en sommes fiers. Mais nous avons une part de nos travailleurs proches du SMIC beaucoup plus importante que nos voisins. C'est un problème. Notre système, fruit de réformes successives, pétri de bonnes intentions ces dernières décennies, a placé notre monde économique dans une situation où il n'y a quasiment plus aucun intérêt pour quiconque à augmenter un salarié au SMIC. Il faut désmicardiser la France. Il y a quand même quelque chose de préoccupant en France, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'élever socialement par le travail. On a l'impression de faire partie de ces pays terribles où les places sociales sont assignées. Et on l'est, en fait, plus que dans d'autres pays plus libéraux où le travail fait beaucoup plus la différence, où vous pouvez beaucoup plus espérer, rêver, faire la différence par le travail. C'est ça le point essentiel du débat, le point très difficile. Il faut que le travail paye. Il faut que le non-travail paye moins. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire qu'il faut qu'on vous laisse mourir dans le caniveau comme ça pouvait être le cas il y a quelques siècles. Mais il y a un moment où on ne peut pas avoir l'impression qu'une population entière, que de groupes de personnes entières, des groupes de personnes peuvent arriver à vivre très largement sans avoir à faire d'efforts et en ayant conscience et en exploitant de plein de façons possibles le système. La deuxième chose, c'est que l'on a cru que l'augmentation du nombre de bras par l'immigration, disons les choses, et ce n'est pas un jugement moral ni politique que je porte en la manière, était une chance pour la France. Le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Pour quelle raison ? Parce qu'on a importé des personnes non qualifiées, on a adapté le système de production et de protection sociale à cette situation-là. Comme nous étions confrontés à une population déqualifiée, on a favorisé l'emploi de personnes non qualifiées. Comme ces personnes-là étaient en concurrence avec les entreprises du tiers-monde, qu'est-ce qu'on a fait ? On a abaissé les charges sociales sur les bas salaires. Et on les a concentrées sur les hauts salaires. D'où le déséquilibre actuel, avec deux mondes, un monde d'allègement de charges patronales très importantes, qui coûte très cher à l'État, mais comment faire autrement ? Et de l'autre côté, des charges sociales concentrées sur les cadres, les classes moyennes, dirait le Premier ministre. Le discours anti-assistanat existe dans de larges pans de la société française, mais plus il se concentre, où il est le plus véhément, dans une certaine catégorie de la population, qui est assez nombreuse, qui se trouve être le bas de la classe moyenne, qui a le sentiment, comme elle l'a beaucoup dit au moment de la crise des Gilets jaunes, d'être trop riche pour être aidé. C'est les fameux effets de seuil. J'ai droit à rien. Je paye plein pot la cantine de mes enfants, j'ai pas de réduction sur le tarif de l'électricité, j'ai pas d'aide pour le logement, je paye les premières tranches d'impôts. Et donc je suis trop riche pour être aidé, mais pas assez pour bien vivre. Et donc c'est là où il y a un très fort ressentiment qui s'opère, à la fois vis-à-vis d'en haut, et donc là on regarde ceux qui, entre guillemets, se gaveraient, mais également, et de manière beaucoup plus véhémente, vis-à-vis de ceux qui sont juste en dessous de nous. Il y a une expression qui est terrible, qui fait partie du langage commun aujourd'hui, c'est la France des cassos. Et un cassos, pour le français moyen, c'est un cas social, et sous-entendu, quelqu'un qui vit des revenus de l'assistance. Et donc c'est ce double phénomène, à la fois une visibilité accrue de ces publics, et d'autre part, une démultiplication des prélèvements sociaux pour financer les aides qui étaient apportées à ce public-là. Et c'est sur ce fond-là que s'est développé le discours anti-assistanat qu'on entend de plus en plus aujourd'hui être entonné dans la France qui travaille et qui estime qu'elle contribue énormément à un modèle social qui est généreux, dont elle ne bénéficie qu'à la marge. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que justement cette classe moyenne,
on va dire, d'en bas, entre guillemets, elle est en train de tomber. Donc ça veut dire que, jusqu'à encore quelques décennies, eh bien, généralement, les enfants vivaient mieux que les parents. Et les enfants aidaient les parents, voire les grands-parents. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est les parents et les grands-parents qui doivent aider leurs enfants, sinon ils ne s'en sortent pas. La pression sociale et fiscale reste à des niveaux records et grève le pouvoir d'achat des Français. Les employeurs constatent qu'ils sont plus taxés qu'ailleurs et les employés qu'ils ne sont pas récompensés à la hauteur de leurs contributions. D'où l'impression générale que le travail ne paie pas. Quand on parle d'état de nounou, c'est-à-dire d'état qui est au chevet de tout le monde, eh bien on peut aussi reconnaître que l'État est aussi au chevet des entreprises, à travers ce qu'on appelle les aides aux entreprises, qui sont protéiformes. Vous avez de la subvention, vous avez des allègements de cotisations, vous avez des niches fiscales, vous avez des participations dans des entreprises. Donc l'État est aussi très présent dans la vie des entreprises. Mais c'est la traduction de quoi? C'est la traduction d'une fiscalité qui est énorme, et pour ne pas justement trop obérer la compétitivité des entreprises, eh ben, l'État a été obligé de multiplier en fait les allègements, les aides diverses et variées, pour justement répondre à ce système kafkaïen qui fait que d'un côté on vous taxe et de l'autre côté justement on allège les charges. Toute une partie de la fiscalité est indépendante de la réalité de la vie des entreprises. Les prélèvements fiscaux sur les entreprises, pas les cotisations sociales et tout ça, les prélèvements fiscaux qui sont véritablement sur les entreprises. C'est 145 milliards d'euros, l'impôt sur les sociétés, puis ensuite, donc, les impôts de production. Et les subventions versées par l'État à des titres divers, c'est 145 milliards d'euros. Donc, c'est un jeu de bonne taux où personne ne s'y reconnaît. Donc, simplifions et supprimons la plupart de ces impôts. Aujourd'hui, nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. J'ai sauvé les usines. J'ai sauvé les restaurateurs, j'ai sauvé les hôteliers, j'ai sauvé le monde de l'événementiel, j'ai sauvé des emplois, des compétences, la filière aéronautique. Il n'y a rien de gratuit. Quand on sauve, on paye. Moi, je suis convaincu, c'est qu'on a perdu notre base productive, et ce faisant, c'est ça qui explique notre dégradation, notre rétrogradation. Et on l'a masqué par un produit dopant qui s'appelle la dépense publique. Avec, circonstance aggravante, à l'occasion de la crise Covid, le fait qu'un certain nombre de catégories de population, de groupes sociaux qui n'étaient pas du tout culturellement habitués à la logique du guichet et à aller demander un chèque, ont pris goût à l'affaire. Ce qu'on appelle dans la littérature socio-économique les indépendants. C'est pas pour rien s'ils sont indépendants, c'est qu'ils veulent dépendre de personne. Eh ben, quand la bise fut venue, ils ont bien été contents de trouver grand-papa ou grande-maman État qui, rubis sur l'ongle, leur a signé des chèques équivalents au chiffre d'affaires trimestriel de l'année d'avant qu'ils sont allés présenter sur le site internet du Trésor public. Et donc on a aujourd'hui massivement dans la société l'idée qu'il y a une grande cagnotte et que quand le politique veut, il n'a qu'à brancher la pompe et arroser. Le problème arrive quand vous avez un système qui va aider de façon tellement inconditionnelle, de façon tellement large, qu'il va être désincitatif à l'effort d'un côté et incitatif à une forme de ce qu'il faut dire horresco referens, la paresse. La paresse, ça peut exister. Oui au droit à la paresse, oui au droit à la retraite à 60 ans. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des responsables politiques, un personnel politique qui a dit oui à toute espèce de demande catégorielle depuis des années, alors que s'ils avaient eu le courage de dire non, eh bien on ne serait pas dans cette situation où justement on ne peut pas revenir sur un certain nombre de droits acquis. Trop souvent, l'empilement des aides aux finalités variées, du RSA, la prime d'activité, en passant par les APL et toutes les aides que nous connaissons, aux formules complexes, finit par générer des erreurs, de la confusion, et finalement faire que l'on ne sait plus très bien si l'on gagne, et combien, à reprendre un travail, et on aboutit à des situations absurdes. Est-ce que du fait qu'elle va travailler, elle va gagner plus ou moins que ce qu'elle a actuellement? À partir du mois d'août, ses revenus vont baisser. Alors, donc effectivement, elle est en reprise d'emploi. La reprise d'emploi va générer une baisse de revenus. C'est un peu paradoxal, mais c'est la réalité. Vous n'êtes pas étonné du tout que le fait qu'elle reprenne un emploi, ça lui fasse baisser ses revenus? Ah non, ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce cas de figure. Et que c'est normal, on prend un travail et nos revenus baissent, quoi, c'est ça? Alors, je trouve pas ça normal, mais c'est la situation qu'on constate.
La situation actuelle laisse percevoir un écart insuffisant entre les revenus d'un travail faiblement rémunéré et les revenus de l'assistance. En cumulant le RSA, l'aide au logement, les aides alimentaires et familiales, un couple avec 2 enfants peut avoir plus intérêt à rester chez lui qu'à travailler. Le sous-emploi constitue une double peine. Il piège des millions de personnes dans l'assistance et fait peser sur les autres un poids trop lourd. On a d'un côté les besoins sociaux qui augmentent et de l'autre notre capacité à les financer qui se réduit. Les actifs se retrouvent de fait pris en sandwich. C'est comme on est dans un pays qui s'est massivement détourné de la production, eh bien on a abandonné des secteurs où il y avait des gains de productivité importants, dans la grande distrie, dans l'aide à la personne, dans la sous-traitance, le nettoyage, le gardiennage, dans la logistique. Dans tous ces secteurs-là, ce à quoi on peut aspirer, c'est d'être dans un poste moins exposé à la pénibilité, mais vous ne serez pas chef d'équipe. Et donc, vous gagnerez à peine mieux, mais c'est déjà ça de prix, le boulot sera moins pénible. Et donc, on est dans des secteurs où les gains de productivité sont moindres qu'avant, les perspectives de carrière ou de progression salariale sont limitées, alors même que le way of life moyen, chaque année, prend 1 ou 2 degrés. Et au bout d'un moment, on a toute une partie de la population, c'est la crise des Gilets jaunes, qui disent « je bosse, ma femme travaille », ou inversement, mais une fois qu'on a tout payé, il reste rien. Il y a un grand penseur français qui s'appelle Jacques Séguéla, qui avait dit si à 50 ans, t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. La France des ronds-points, elle dit avec ses mots, si à 40 ans, tu peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes mômes, t'es un cassos. Si on veut vraiment aider nos compatriotes à sortir nos compatriotes de la misère, il faut prendre une autre direction. À rebours d'une volonté d'une politique qui soit justement antisociale et anti-pauvre, qu'on puisse sortir les gens qui sont dans la misère, parce que c'est de plus en plus le cas en France. On dépense de plus en plus pour le social et on voit qu'on a de plus en plus de pauvres. Donc il faut vraiment sortir de ces schémas. Nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a quand même un hiatus énorme quand un agriculteur touche en moyenne une retraite qui est l'équivalent du minimum vieillesse, l'actuel ASPA. Ces personnes qui ont travaillé toute leur vie n'arrivent pas à s'en tirer. Cela démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France et que des réformes de fond du point de vue social et du point de vue économique doivent être menées très vite. L'un des principaux problèmes est que les Français qui occupent un emploi travaillent moins que leurs voisins et que les actifs sont en proportion moins nombreux, notamment du fait d'un faible taux d'emploi et d'un âge de départ à la retraite précoce. La part des Français en âge de travailler est stable ou va se réduire et le nombre de gens âgés en France va augmenter. Bon. Donc la part des ressources diminue et la part des dépenses va augmenter. Tendanciellement, nous sommes sur un modèle qui va être de plus en plus exigeant. Donc on ne peut plus continuer à dire, et c'est ma conclusion, aux gens qu'il faut travailler moins ou qu'on peut travailler moins. C'est un mensonge, premier point. On ne peut pas continuer à accepter un modèle d'économie bas de gamme, avec des gens peu formés, un monde dans lequel, au fond, on consacrerait l'avènement de la société des loisirs et du divertissement, et il doit être payé en éventail, et dans lequel, simultanément, les prestations tomberaient. Non, les prestations, il faut les produire, il faut les financer, donc il faut se mettre au boulot. Si la France n'a pas présenté de budget à l'équilibre depuis 50 ans, c'est que le volume global des dépenses publiques, en particulier sociales, est excessif et que le volume global de travail est insuffisant. Nous ne nous donnons pas les moyens financiers de notre modèle social. On ne va pas sauver la France en distribuant de l'argent public emprunté pour régler les problèmes de pouvoir d'achat. Je pense qu'il faut passer de 35 heures à 37 heures, payer 37 heures, parallèlement à l'allongement de la durée de cotise. Alors ceux qui ne comprennent rien vont dire que ça va faire du chômage, c'est l'inverse. D'ailleurs, on observe dans les statistiques OCDE que les pays qui ont un âge de départ à la retraite qui est plus tardif qu'en France, des durées de travail plus longues, ont des taux d'emploi plus élevés. On est dirigé par des gens aveugles qui gouvernent à 6 mois et qui simplement distribuent la masse colossale de fonds prélevés par l'État, à la fois par les impôts et les cotisations sociales. C'est-à-dire qu'on a vécu beaucoup trop sur des acquis. On est un pays qui a une richesse formidable et qui reste encore un pays riche. Et donc où on a pensé qu'on pouvait reporter à plus tard
des réformes, sachant qu'on peut toujours reporter les réformes à plus tard, mais elles coûtent d'autant plus cher. Elles sont d'autant plus difficiles à faire. Si on prend retraite et santé, c'est 82% des dépenses sociales, c'est retraite et santé. En rendant de nouveau soutenables les dépenses de retraite d'un côté et en restructurant le système de santé de l'autre, là, on enlève une sérieuse épine dans le pied de la maîtrise des dépenses publiques. Et je pense que cette impuissance politique sur des sujets du quotidien majeurs d'aujourd'hui et de demain, à mon avis, est un élément absolument essentiel dans ce sentiment de fracture sociale, de perte de confiance de la société, enfin bon, ce délitement. Il n'y a que du sang et des larmes à promettre. C'est pour ça d'ailleurs en général qu'on ne les promet pas. De façon générale aussi, il faut évidemment revoir le périmètre d'action de l'État. Il faut faire moins de choses. Il faut peut-être privatiser des choses au sens où, vous savez, on confond en France fonction publique et service public. Vous pouvez rendre un service public avec des entreprises qui sont privées. Ça nous arrive tous les jours. Aujourd'hui, la plupart des politiques ne font pas de remise en cause. Qu'est-ce qu'on fait ? On augmente des prélèvements. C'est tout ce qu'on sait faire. On change un taux par-ci, par-là. On bouge un truc. Mais à aucun moment, on va réinventer la structure. C'est une réinvention de structure qu'il faut faire. Sans tabou, en posant les questions des grands débats dont on a parlé, protection, responsabilité. On n'a pas les mêmes visions philosophiques. Il y a des gens qui voudront mettre des curseurs à des endroits différents. Mais justement, ayons ce débat pour essayer de reformer la matrice de façon plus efficace. Seule une redéfinition du périmètre des missions des administrations peut baisser la dépense et permettre de redonner des marges de manœuvre ailleurs. Pour cela, il faudra tirer un trait sur plus de 40 années d'inaction politique. La réforme du financement de notre modèle social est devenue une urgence absolue. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur le bord de la route et qu'on est obligé d'assister. C'est un système diabolique. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Atterrissage sur un pays qui a remercié 400 000 fonctionnaires en 20 ans, qui a fermé un tiers des hôpitaux publics et où les directeurs de collège sont devenus des chefs d'entreprise. Des efforts menés par des gouvernements sociaux-démocrates au moment où la Suède connaissait une situation budgétaire très difficile. De quoi donner peut-être des idées au ministre français des Finances. Première réunion de la journée avec des leaders économiques qui avaient prévu d'offrir au ministre français un ustensile de cuisine typiquement suédois. C'est un cadeau qu'on vous a fait, monsieur le ministre ? Ça ? Oui. Non, ça c'est une râpe à fromage. On a expliqué comment ici on faisait pour réduire les déficits. La charge de notre dette était de quelques 25 milliards d'euros en 2021. C'est disons l'équivalent du budget du logement. Elle est en 2023 de 53 milliards d'euros. Elle est prévue à 70 milliards d'euros l'an prochain, 2024, 53 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'en 4 ans, elle aura été plus que triplée. 53 milliards d'euros, c'est l'équivalent du budget de défense. 70 milliards d'euros, on se rapproche du budget de l'éducation nationale. La pente nous amène à un chiffre qui reste à préciser, mais si d'aventure notre signature venait à se dégrader, on pourrait tangenter les 100 milliards d'euros en 2027 ou 2028. Quand vous avez à rembourser chaque année 100 milliards d'euros, 90, 70, comment pouvons-nous, collectivement, dans notre pluralité politique aussi, dans votre pluralité politique, prétendre financer la sécurité sociale, l'éducation nationale, la transition écologique, la dette publique est la dépense publique la plus stupide qui soit. Elle est improductive, elle est paralysante, elle anesthésie l'action publique. Dans tous les domaines, il y a des limites. Et la difficulté, c'est que nos responsables politiques nous ont fait croire qu'en termes de protection sociale, en termes d'allocation, il n'y a pas de limite. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un système qui est inefficace, qui est coûteux et qu'on ne peut plus financer. Alors qu'on sait tous les mesures qu'il faudrait prendre pour sauver notre système. On sait très bien qu'il faut faire en sorte que le travail paie davantage. Il faut faire en sorte de relancer la natalité, qu'il faut lutter vraiment fortement contre les fraudes, réformer le système pour éviter les abus et donc responsabiliser les acteurs, gagner en productivité, débureaucratiser la France. On sait que toutes ces mesures sont indispensables. Et d'ailleurs, ce qui est rassurant, c'est que d'autres pays qui rencontraient les mêmes difficultés que nous
ont épousé ces solutions et s'en sont sortis. Je pense notamment à la Suède, qui a mis en place une politique qui reposait sur la stimulation de la croissance et en même temps la réforme de son système de protection sociale. Et si on ne fait pas ça, il y a fort à craindre que notre système justement s'effondre. Alors qu'en France, on a vraiment toutes les qualités pour surmonter cette épreuve. On sait très bien qu'en France, nous sommes un peuple ingénieux, courageux. On est capable de se relever, y compris dans les moments difficiles. On a des infrastructures qui sont solides. On a des entreprises qui fonctionnent bien. On est la 7e puissance économique du monde. Donc on a vraiment tout pour réussir et pour finalement rendre aux Français l'argent qu'ils ont durement gagné.